On poursuit la diffusion des films qui sont dans le cadre de la compétition documentaire. Il y a 14 films qui sont en compétition, ils seront diffusés tout au long de la semaine. Donc ce soir, on diffuse ArcelorMittal à la vie ou à la mort, donc un film de Jean-Claude Poirson. Bonsoir, et encore bravo, et vous êtes vraiment des héros, vous êtes l'honneur, la dignité de la classe ouvrière. Ça, l'ayez toujours en tête. Voilà simplement pour, ma foi, vous faire part de ma satisfaction, compte tenu du film qu'on a vu ce soir, qui est très complémentaire du film qu'on avait vu donc la semaine dernière, celui de Tristan Thiel, ce film qui, lui, exploitait plutôt l'âme des héros qui sont là devant nous, leurs doutes, leurs espoirs, leur immense solidarité, leur grande fraternité dans cette lutte qu'ils ont menée vraiment et qu'ils continuent de mener avec détermination exemplaire. Le film de ce soir nous rappelle un petit peu la chronologie des faits. Toujours la bande de copains qui est là, quoi, les irréductibles sidérurgistes, qui, contre vents et marées, se battent contre le géant Mittal, et qui, ma foi, quelle que soit l'issue, que l'on souhaite évidemment heureuse, a réussi quand même à ébranler son immense pouvoir. Voilà, je voulais aussi vous demander de faire un petit point sur l'actualité. Qu'est-ce que votre avenir pour les 10 jours là, qui restent à venir, et puis notamment l'échéance du 1er décembre, qui elle s'approche heureusement ou dangereusement, d'une part, et d'autre part aussi, il y a tout un devoir de mémoire là que vous allez continuer, là, les gars. Il ne faut pas vous arrêter en chemin, là, c'est pas fini. Et tout ce que vous avez fait là, c'est un chapitre de l'histoire de la lutte ouvrière que vous venez d'écrire avec quel brio, avec quelle magnificence, avec quel sens de la chevalerie, parce que vous êtes vraiment des gens immenses. J'ai pas fini. Donc j'aimerais quand même que cette page d'histoire, elle soit écrite, retranscrite sur du papier. Nos bibliothèques, nos tables de chevet attendent ces documents. Et l'histoire du mouvement ouvrier ne peut pas se passer de cela. Et puis cela sera pour mérite, quelle que soit l'échéance, de vous repencher sur cette histoire. Parce que l'histoire va se terminer, heureusement, malheureusement, mais ça va être très dur de mettre un petit peu de distance dans votre belle histoire d'amitié, dans cette fantastique famille que vous avez là composée. Donc ce travail d'écriture qui vous attendra peut-être, et que je souhaite vraiment que vous mettiez en œuvre, vous apportera une solution à vous, mais aussi à nous les travailleurs, nous la classe ouvrière, nous qui avons beaucoup vibré et qui vous considérons comme des exemples pour que nous prenions en main, pour que nous fassions aussi valoir le groupe contre l'individualisme, contre l'égoïsme. Et voilà, encore bravo, 1000 fois bravo, vous êtes vraiment des gens fantastiques. Voilà, merci. Et franchement, merci pour autant de compliments, mais c'est vrai que c'est grâce à ce genre de... Est-ce que Mittal serait dans le micro? Ça va peut-être juste diminuer un peu le volume. Ouais. Il y a ma collègue normalement qui... Alors je peux parler sur le micro? Non, toi tu peux pas, moi je peux. Moi j'ai la voix. Non mais c'est bon, la salle n'est pas immense non plus. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est en regardant ce genre de film, le film de Jean-Claude et de Tristan la semaine dernière, tu sais, quand on a le nez dans le guidon, on n'a pas forcément mesuré ce qu'on a fait, ce qu'on fait. J'ai envie de dire, c'est tellement banal pour nous, parce que, on l'a dit je crois dans le reportage, on se sent en danger, c'est quasiment l'instinct animal qui est sorti en nous, c'est l'instinct de défense. On sait qu'on est au bout de quelque chose, où on risque d'être jeté à la rue comme des malpropres. Louis, peut-être pas, parce que c'est encore un gamin, mais moi j'ai 49 ans, la moyenne d'âge c'est à peu près entre 45 et 55 ans. On sait très bien que si demain on perd notre emploi, on est quasiment condamné à rester chômeur jusqu'à la fin de notre vie. Et ça, pour nous, c'est insupportable. C'est tellement insupportable qu'on travaille dans un groupe qui fait des bénéfices. Je crois que Jean-Claude, tu l'as mis en début de titre, c'est 2,1 milliards de dollars de bénéfices en 2011, une année qui était déjà en pleine crise. 2012, ça va être pas aussi important, mais le groupe est quand même est pas mal, et pas aussi mal qu'il veut le dire. Donc, on en est où aujourd'hui? Il y a eu un CCE extraordinaire à Paris pour nous expliquer un peu où en est le groupe ArcelorMittal dans les discussions avec un repreneur. La direction ne dit rien de plus qu'il y a 15 jours en arrière. Néanmoins, dans les couloirs, il y a des rumeurs qui courent, des informations qui ne sont pas encore confirmées.
Mais on a entendu, par exemple, vendredi dernier, que le repreneur qui était le plus avancé, qui avait signé une lettre d'intention, donc vraiment intéressé par les hauts fourneaux, se serait retiré. Je mets ça au conditionnel parce que l'information n'a pas été confirmée. Donc là, on a 10 jours à vivre, où on imagine ce qu'on va vivre, mais j'ose même pas imaginer ce que pourrait être le 1er décembre. Parce que avoir fait tout ça pour ça, je ne sais pas, parce que on ne s'est pas simplement battu pour une usine, on ne s'est pas simplement battu pour notre emploi. Je crois qu'on s'est battu et qu'on se bat encore pour dénoncer le système qui est complètement fou, pour dire ça ne peut plus durer, ça ne peut pas durer. On va contre un mur, un groupe, le premier mondial, avec le patron qui est riche comme Crésus, 25 milliards de dollars de richesse personnelle. Je ne sais même pas combien de zéros ça fait. C'est-à-dire que lui et sa génération et 1000 générations derrière pourraient vivre 1000 ans sans même toucher au capital, rien que avec les dividendes. Donc, des fois, je me dis, j'aimerais être pendant 10 minutes dans sa tête pour voir comment ces gens-là réagissent, réfléchissent. Parce que je pense que c'est même plus pour l'argent qu'il fait ça. L'argent, il ne sait même plus quoi en faire avec. C'est ce sentiment de, voilà, de pouvoir, de dire, voilà, moi je suis... regardez le film de Charlie Chaplin avec le dictateur. C'est un peu le même, c'est pas les mêmes conséquences, quoique je crains qu'il puisse y avoir effectivement, y compris des victimes mortelles, parce que tu l'as très justement dit, nous ce qu'on a peur aussi après derrière, c'est le vide. Le vide, parce que on est devenu, Louis le dit, on est devenu une famille, on est devenu, je sais pas, quelque chose de fort qui s'est créé en nous. Je veux dire, on a souffert ensemble, on a chié, on a beaucoup rigolé, mais on en a souffert. Et l'autre jour, dans un débat, Jean-Claude faisait remarquer à juste titre, moi je ne l'ai même pas remarqué, c'est qu'au début on se serrait la main le matin pour se dire bonjour, mais là on s'embrasse. C'est venu naturellement, comme on embrasse un frère, comme on embrasse un membre de notre famille. Et certains d'entre nous, malgré la carapace qu'on a, on est fragile. Moi j'ai peur que le 1er décembre, je me retrouve face à un vide. Et on a décidé entre nous, on s'est concerté, parce je pense qu'on a, malgré tout, malgré la difficulté dans laquelle nous sommes, on a pris conscience qu'on est en danger. Et qu'on a prévu, quoi qu'il arrive, on espère tous une bonne nouvelle, mais on continuera à se voir. Le local syndical aujourd'hui à Florange, ça n'est plus un local syndical, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où on se voit tous les jours, des fois juste pour boire un café. Il y en a qui viennent avec leurs compagnes, leurs enfants. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de... Je pense qu'on a tous très peur du vide. Et pour avoir discuté avec Xavier Mathieu des Conti au téléphone, il me disait que eux, après, il y a des gens qui se sont suicidés. Donc, il ne faut pas en arriver là. Parce que, voilà, c'est notre famille, c'est nos amis, mais je crois que c'est aussi grâce à vous qu'on tient le coup. Mais on avait l'ambition de, comment dire, peut-être illusoire de dire la France, l'Europe va prendre conscience que ça ne peut plus durer. On avait l'illusion d'avoir toute une vallée derrière nous, même si elle est solidaire, s'il nous apporte des soutiens, tu fais partie de ceux qui est régulièrement présents, mais il y en a d'autres, mais pas assez. Quand parfois, lorsqu'on a fait des blocages, on a discuté avec des gens, très bien, de manière très amicale, que certains nous expliquaient, bon, c'est bien ce que vous faites, on est solidaire, on vous soutient, mais bon, moi je travaille à Luxembourg, je travaille ici et là. Mais on leur dit, mais bon sang, mais vous aussi, vous aurez votre vie qui serait impactée si demain ArcelorMittal Florange ferme. Parce que Mittal fermant son usine, c'est moins d'argent pour les collectivités. Donc c'est forcément moins de routes, moins d'écoles, moins de bibliothèques, moins de médiathèques, moins de piscines, moins de services publics, moins de commerce, moins de crèches. Donc, y compris votre propre vie personnelle, même si vous ne travaillez pas à ArcelorMittal, elle va être impactée de manière négative. Donc, c'est le vivre ensemble qui explose tout d'un coup. Ce n'est pas uniquement égoïstement défendre notre boulot, c'est défendre un système, c'est défendre
une vallée, une vision d'une société un peu plus équitable, ben, j'ai l'impression que le 1er décembre, tout ça va s'écrouler. Enfin, j'en sais rien, au vu de ce qu'on entend. Et voilà, donc je sais plus quoi dire. Bah, t'as tout dit. Oui, t'as tout dit. Voilà, on se dit, demain ça sera 10 jours. Il restera 10 jours. Le film de Jean-Claude s'est terminé sur une note positive, parce qu'effectivement... Montebourg de la Marinière ne communique pas avec vous? Non. C'est promis quand même. Non, mais nous, on n'est pas dupes non plus, parce qu'il faut arrêter de croire qu'on est... Voilà, tous les politiques, on les connaît. Ils ont fait des promesses qu'ils ont l'habitude de ne pas tenir. Et ça a toujours été comme ça. Mais c'est le rapport de force qu'il y a maintenant. C'est plus pareil. Ça veut dire que demain, la paix sociale, ça s'achète. Et ils vont devoir acheter la paix sociale. C'est ce qu'ils oublient, eux. C'est ce qu'ils croient que, ouais, après le 1er décembre, il n'y a plus rien qui se passe. Non, non. Après le 1er décembre, ça commence. Pour eux, ça commence. Et il faudra qu'ils payent très très cher la fermeture d'Arcelor, la fermeture des Hauts-Fourneaux. Ils vont la payer très très cher. Ils sont aventurés dans un... Hollande est venu à Florange, ils sont engagés. Montebourg, pareil. Alors maintenant, on ne va pas les lâcher. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Hein. Voilà. L'ennemi reste quand même... Oui, non, mais d'accord. Mais ça veut dire que la loi, parce que la loi, tout le monde... Il y a beaucoup en France qui attendent cette loi. Ça sera peut-être une des seules lois, une des premières lois qui protégera le salarié lambda. Parce qu'avant, c'est compliqué, mais aujourd'hui, c'est compliqué de protéger un salarié. Son outil de travail. Et son outil de travail. Parce que nous, on parle souvent, voilà, moi, la différence entre Édouard et Luis, c'est que moi, j'étais intérimaire. Je sais ce que ça veut dire, pas travailler que quand ça tourne et te laisser à la maison. Moi, je sais ce que c'est l'angoisse de ne pas travailler tout un mois. C'est quoi l'histoire d'être au chômage? Ça veut dire pourquoi les gens ils se lèvent à 10h du matin. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que ça sert à rien qu'ils se lèvent plus tôt. De toute façon, la situation elle est pareille. Parce que c'est un mal qui te ronge à l'intérieur, dans ta tête et à l'intérieur, quand tu es au chômage. C'est comment je fais? Tous les jours, comment je fais? C'est tous les jours, tu te poses la même question. Et ça te ronge. Et moi, parce que le combat, il y a eu plusieurs combats à l'intérieur du combat. Parce que c'était une situation anormale, et c'est pour ça qu'on a réagi anormalement. Parce que tout ce qu'on a fait là, c'est anormal. Hein, parce que c'est une situation anormale. Un gars, il fait des bénéfices, il veut quand même fermer la boîte. Bon. On fait quoi, nous? Alors, quand tu vois que les ouvriers ils viennent au boulot, ils se lèvent à 4 heures, ils commencent leur poste à 5 heures, ils travaillent, ils produisent de la qualité, ils vendent ce produit. Et parce que le bonhomme, il ne fait pas son bénéfice à 2 chiffres, il ne le fait qu'à 1 chiffre, il te décide à toi de... Ouais, on arrête l'outil de production, je fais que 8% au lieu de 12%, moi ça ne m'intéresse plus. Ça veut dire quoi ça? Et toi, quand ça va mal, on te dit... Écoute, tu travailles du lundi au vendredi, mais viens le samedi parce qu'on a eu un problème sur une machine. Le client, il faut le livrer le lundi. Il faut absolument que tu viennes le samedi. Alors toi, tu fais l'effort là, et lui, il ne fait pas l'effort. C'est un tout. C'est un tout. Et c'est pour ça que la loi, pour moi, parce que moi, la loi, il faut qu'elle sorte. Hein. Parce que moi, je me dis, on n'a pas fait ça pour rien. Vous vous rendez compte qu'on arrive au bout de 16 mois de conflit, 16 mois de conflit, et t'as rien. C'est comme si tu n'avais rien fait. Les petites boîtes de 100 personnes ou 200 personnes, le jour où le même patron, il veut faire la même chose, ils font quoi, eux? Il faut dire, attends, les gars d'Arcelor sont battus pendant 16 mois, ils n'ont rien eu. Nous, on n'est que 200 pelés. C'est même pas la peine qu'on y va. On lui demande combien on a le chèque. Ils ne vont même plus. Le syndicat, c'est fini. Se battre, c'est fini. C'est pour ça que personnellement, il ne faut pas voir ce qu'on a fait, c'est... Voilà. D'autres auraient pu le faire aussi, il ne faut pas croire. Hein. C'est pas... C'est parce qu'on s'est rencontrés, il y a eu... Voilà. On a eu un peu de chance aussi. C'est comme pour la marche, on a eu 10 jours de beau temps. Et
Non, on l'a pas commandé le beau temps. Au mois d'avril, on ne le commande pas. Hein. Ni au mois, fin mars, début avril, on ne commande pas le beau temps. Et tout c'est... Voilà. Et à un moment donné, il faut y croire. Et je pense que... Et j'espère que demain, les gens qui se battront... Parce que... Et c'est pour ça que tout le monde me dit, mais comment vous faites pour tenir? Non, c'est un état d'esprit. Ça veut dire que dans notre tête, c'est précis. On a tous le même truc. On y va, on dit, non, non, celui-là, il ne va pas nous avoir. Celui-là, il ne va pas nous avoir. Et tous les jours, on se disait ça. Et dans le conflit, pendant 16 mois, on ne faisait pas comme au bureau. On commence à 8h, à 5h, on arrête de réfléchir à 5h. On rentre à la maison comme si de rien. Non. À la maison, on réfléchissait à ce qu'on allait faire le lendemain. Parce que ça ne vient pas comme ça. Et on était dedans. Et on est encore dedans. Ça veut dire que moi, je suis un peu en dehors en ce moment. Mais Edouard, je l'ai tous les jours au téléphone. Ça, c'est vrai. Et je lui dis, c'est pas bon ça, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on... Parce que voilà, moi, je suis pas encore parti. Et je pense que... Et tout, il parle de suicide à la fin du conflit. C'est vrai que c'est possible. Mais je pense que nous, personnellement, quand tu t'es battu, tu as peu de chances que tu aies ces mauvaises pensées. Parce que tu t'es battu, moi je pense que c'est... Voilà, ça veut dire que, voilà, c'est pas... Moi je pense que... Il y a peut-être ceux-là qui ne sont jamais venus et qui ont peur. Parce qu'il y en a plein qui ont peur. Edouard le dit souvent, les mecs qui ne viennent pas sur le piquet parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ne plus avoir de boulot, ils ont peur de ne pas pouvoir payer leur loyer. Ils vont au boulot et voilà, c'est... Voilà, on n'est pas tous pareils. Mais la fin, elle est pareille. Hein. Ça, c'est sûr. Le jour où ils ferment la boîte, il n'y a plus personne qui travaille. Hein. Même si tu as très bien travaillé, même si tu as fait des heures sup, même si tu as tout bien fait, le jour où ils ferment, tu es avec. Et ça, c'est ça qu'on essaye de leur faire comprendre. Que tu peux être le meilleur bosseur, le mec qu'on a décidé d'arrêter. Voilà. C'est pour ça que, franchement, c'est facile, ça. Je vous promets que c'est facile, ça. C'est facile. Ce qui est plus difficile, c'est de garder son putain de boulot, là. Parce que tout le monde parle de boulot, hein, la série, là, machin. C'est boulot dur, en plus. Vous vous rendez compte? On tient à des boulots durs. Où on bouffe de la... Voilà, c'est pour ça que moi, moi, il y a des trucs, des fois, je réfléchis et je me dis... C'est pas possible, ça. Le mec, tu fais tout bien pour que le client il soit... Et quand même, il ferme la boîte. Mais il se prend pour qui, celui-là? Qui c'est celui-là pour nous commander comme ça? On n'en fait pas assez? Qu'est-ce qu'il veut encore? On va le payer encore pour... Non, il faut arrêter. Faut arrêter. Et les patrons voyous, ça c'est un patron voyou. C'est vraiment un patron voyou. Voilà, c'est vraiment ça. Si vous voulez, je pourrais dire quelque chose. Moi, je pense que, quelle que soit l'issue du conflit, c'est sûr que l'idéal, c'est qu'il se termine très très bien pour vous. Mais de toute manière, vous avez fait quelque chose, et c'est pas anodin, là je ne suis pas d'accord avec toi, ce que vous avez fait. C'est-à-dire combien il y a d'entreprises en France qui sont en train de fermer et qui ne lèvent même pas le petit doigt. On n'entend que Arcelor, on entend les Peugeot, on entend encore les Conti, enfin, c'est 4, 5 ou 6 ou 10 boîtes, mais comparé aux plans sociaux qui en ce moment, où il y en a entre 300 et 400, je veux dire, on est loin. Et là, ce que vous avez fait, je veux dire, pour les générations à venir, c'est quelque chose qui, comme le disait le monsieur, c'est quelque chose qui rentrera dans l'histoire. Et je trouve que, à mon avis, vous devriez avoir un petit peu encore de l'espoir, parce que, quelle que soit l'issue, là, à la fin du 1er janvier, enfin du 1er décembre, je pense que, au vu de la situation où le gouvernement s'est tellement impliqué, à mon avis, il ne peut que sortir quelque chose, qui, bon, ça sera peut-être un peu bâtard, entre guillemets, mais il ne peut pas dire aujourd'hui, c'est fermé, Mittal, il n'a pas voulu donner de prolongation, bon, on met la clé sous le paillasson. Je ne crois pas que ça peut se passer comme ça. Je reste optimiste pour vous, hein,
je ne dis pas qu'il ne va pas forcément passer la loi, mais il a quand même dit ouvertement et Non, mais la publiquement que si Mittal ne négocie pas, il fera la S'il loi. faut que j'aille camper devant le ministère de l'Industrie, j'irai camper là-haut, Ben jusqu'à voilà, qu'il sorte la peut-être loi. c'est ça qu'il faut Non, faire. mais, Oui, mais, voilà. mais la loi, il va la sortir. Hein. Et il faudra qu'elle s'appelle Florange. Parce que moi, je démords pas de ça. Non, je démords pas de ça. Moi, je pense que, voilà, c'est... Parce que, non, tu peux pas sortir d'un conflit comme ça sans rien. C'est impossible. C'est impossible.